Allô? Ah, on vous voit. Et là, vous Est-ce qu'on vous voyez? entend? Oui, on vous voit et Oui. on vous entend. Touchez-y. Génial. Génial. Oui, cool. Bon, du coup, je vous laisse Je vous viens pas. représenter une troisième fois. Bon, je vais me représenter. Donc, je suis ostéopathe depuis une trentaine d'années dans un cabinet à Nantes. J'ai été avant kinésithérapeute hospitalier et Mhm. j'ai fait aussi de l'ostéopathie animale et je suis depuis un peu plus de 15 ans, une vingtaine d'années enseignant aussi à l'école d'ostéopathie de Nantes. Voilà. En gros, je vais essayer de répondre à vos questions le plus simplement possible Mhm. et dans la mesure de mes connaissances. Bien sûr. Bonjour tout le monde. Du coup, c'est bien ce petit rappel parce qu'effectivement, il ne peut pas donner de conseils bien particuliers puisqu'il ne vous connaît pas, il connaît pas vos problèmes antérieurs. Donc, il va se contenter, entre guillemets, de vous donner les conseils pour prévenir les douleurs. Et si vous avez une petite douleur aiguë, essayez de donner des petits conseils qui n'auront pas d'impact si ce n'est pas ça. Par exemple, mettre du chaud, mettre du froid, enfin voilà. Mais en aucun cas, il pourra donner des conseils bien précis. Il ne vous a pas vu, il ne vous a pas touché, il ne peut pas. Voilà, ce sera des conseils généraux. Chaque cas est Bon, maintenant, individuel et particulier et on ne peut pas se bien, permettre de faire une généralité sur une pathologie ou une autre, sachant qu'en plus une pathologie peut venir d'une raison ou d'une autre suivant la personne. tout à fait. Voilà, c'est pour ça. Donc, c'est bien de le rappeler. Maintenant, n'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire. Je les note et on les posera au fur et à mesure. On va commencer avec celles qu'on a récoltées en amont sur notre story Instagram et sur Facebook, l'événement d'Optovie. Du coup, la première question, c'est doit-on faire des étirements le matin même si l'on ne va pas beaucoup bouger? Si oui, quels exercices? Bah, pour ma part, je pense que les étirements sont toujours utiles, surtout s'ils sont bien faits, et il faut qu'ils soient bien faits. Le danger, c'est qu'ils soient mal faits, évidemment. Les étirements, Mhm. ça permet de redonner de l'élasticité au tissu musculaire et de mieux s'adapter lorsque l'on sollicitera ces muscles lors d'une contraction. Donc, les étirements sont toujours utiles, que l'on fasse du sport ou pas, que l'on ait envie ou pas, les étirements sont toujours utiles pour cette élasticité que l'on perd en vieillissant en plus. D'où l'intérêt de faire des étirements. D'accord. Et vous avez des conseils justement pour ne pas mal les faire? Les conseils principaux, c'est de d'y aller trop vite, démarrer d'abord trop vite et ensuite de faire des Mm. mouvements. Non, j'ai 5 minutes, je me dépêche de faire mes étirements. Surtout pas. Il faut les faire tout doucement, progressivement, dans la limite du raisonnable et du non douloureux. Et Mm. puis surtout, pas d'à-coups. Pas d'à-coups Mm. parce que plus vous tirez violemment sur des fibres musculaires, plus vous allez provoquer une contraction de défense de ce muscle et donc il va y Mhm. avoir un conflit entre le muscle et ce que vous lui imposez et donc on risque des claquages, des élongations et des pathologies musculaires. Donc l'idéal c'est d'aller très progressivement sans Ah, à-coups. Hein. d'accord. Donc, par exemple, dans l'exercice que tout le monde connaît, qui consiste avec ses mains à aller toucher, les jambes tendues, d'aller Mm. toucher ses pieds, ou d'essayer d'aller toucher ses pieds, on descend tout doucement et on attend. On attend que le muscle se détende, se relâche et s'étire progressivement. Si on y va par à-coups pour essayer de toucher les pieds, plus vous donnez un à-coup, plus eux vont se contracter. Enfin, les ischio-jambiers, en l'occurrence, les muscles postérieurs, Mhm. vont se contracter et aller à l'envers de ce que vous voulez faire. D'accord. Donc, vaut mieux souffler pour essayer de s'assouplir et toucher ses pieds plutôt que de donner des Voilà, petits à-coups. Mm. voilà, exactement. D'accord. Deuxième question, c'est doit-on continuer à marcher régulièrement pour éviter les douleurs lombaires? La marche est un sport, j'ai envie de dire, qui est recommandé pratiquement à tout le monde, sauf grosse pathologie au niveau des membres inférieurs. Mais pour les lombaires, oui, la marche permet un mouvement permanent de tout le corps, que ce soit le balancer des bras, que ce soit bien sûr les membres inférieurs, les mouvements du bassin, et donc tout ça, ça se répercute sur la colonne vertébrale, donc les lombaires en particulier. Et je pense que, pareil, en démarrant doucement, mais la marche permet un bon état général
En même temps, ça se fait fonctionner tous nos organes viscéraux. J'entends le cœur, bien sûr, mais les poumons, les reins, et ainsi de suite. D'accord. Donc la marche, c'est toujours bon. À part, je vous dis encore une fois, une pathologie comme un problème de hanche ou de genou ou de pied ou de Mm. cheville, une marche, quand elle peut être faite sans boiterie, c'est l'idéal. Oui. Et puis on tourne en rond aussi parce que dans un appartement de 20 mètres carrés, forcément, Pas c'est du pas mieux en tout, pas du confinement. tout, pas du tout. En période de confinement, Mhm. j'ai pas le texte de loi sous les yeux, mais en période de confinement, on a le droit d'aller se promener à 1 kilomètre de son lieu de départ, enfin de son Tout à domicile fait. en général, Mhm. et on a le droit de se balader pendant 1 heure. Donc, si vous faites un rond autour de chez vous avec un rayon de 1 kilomètre, ben, vous pouvez faire plusieurs kilomètres. Et même si vous faites plusieurs fois sur le rond, en changeant de rue, si vous habitez en ville, eh bien, vous pouvez faire jusqu'à 4-5 kilomètres en 1 heure. Ok. Et là, c'est assez pour avoir marché toute la journée. Exactement. De toute façon, on n'a pas tellement le choix en ce moment, mais il faut le faire. Oui, non. Et je crois qu'il y a Oui. beaucoup de gens qui, heureusement, sortent 1 heure par jour en cette période de Mhm. confinement et il faut le faire. D'accord. Donc c'est noté, il faut marcher. Profiter de ces petits laps de liberté qu'on nous laisse pendant le confinement pour le faire. On a une deuxième question qui est un peu pointue. Du coup, on verra ce que vous pouvez donner comme conseil, mais c'est comment débloquer les muscles intercostaux. Ah, les muscles intercostaux. Si on prend une image au départ, Mhm. les muscles intercostaux avec les côtes, c'est un peu comme un éventail d'autrefois. Vous savez, les éventails qu'avaient ces dames pour s'éventer. Et donc, la meilleure façon d'étirer les muscles intercostaux, c'est d'écarter les côtes. La meilleure façon d'écarter les côtes, la première meilleure façon, c'est bien sûr une respiration profonde, donc une Mhm. ventilation profonde. La deuxième, c'est des mouvements dynamiques du rachis, à savoir l'inclinaison latérale. Donc, si on veut écarter les côtes gauches, on va Mhm. s'incliner du côté droit. La main va descendre le long du membre inférieur, comme si la main devait aller atteindre la cheville, pendant que Mhm. le bras, enfin le membre supérieur gauche, lui va être au-dessus de la tête et aller D'accord. s'incliner pour aller chercher le plus loin possible dans le sens de l'inclinaison Mhm. et ainsi ouvrir le gris costal gauche. Et bien sûr, pareil après à droite, toujours symétrique. D'accord. C'est la meilleure façon. Au niveau des pieds, dans cet exercice, il faut qu'ils Membre soient inférieur à stable, deux pieds ouais. au sol, membre inférieur stable, jambes légèrement écartées, hein, Mhm. Hauteur des euh, hanches, non? voilà à peu près ou un peu Mhm. plus. Et puis pour être bien stable, et cette inclinaison ne doit pas déstabiliser, bien sûr. D'accord. Ok. C'est la main doit frotter ou caresser plus ou moins la jambe, du coup. Voilà, la face latérale de la jambe et descendre le plus bas possible. D'accord. Pas d'un coup, bien sûr. Hein, toujours Non, progressivement, sans à-coup. c'est ça. Et ça, en fait, comment ça va libérer les muscles intercostaux? Ça, C'est en ça les va écartant, ça écarter, va. ça écarte les côtes. Les muscles Mhm. intercostaux sont entre les côtes, donc s'insèrent à la partie inférieure d'une côte et à la partie supérieure de la côte d'en dessous. Et Mhm. donc, si on écarte les côtes, ça étire ces petits muscles qui sont D'accord. très courts puisqu'ils sont entre deux côtes. Mhm. Et il n'y a pas de risque en faisant ça, si on a des Ah, aucun. douleurs? Ok, ok. Les risques sont au niveau de la colonne s'il y a un Oui. problème vertébral, mais Mais oui, ça mais ne. dans le cas de juste la douleur intercostaux, il n'y a pas de Non, non, risque. non. Faut juste Si amener on d'un coup. écoute doucement, Mhm. progressivement et sans à-coup, il n'y a pas de problème, on doit pouvoir y arriver. Ok, super. Maintenant, on a un cas. C'est une dame qui a une tendinite à l'épaule droite. Elle demande quel mouvement elle peut faire pour renforcer ou assouplir son épaule. Énormément de mouvements sont pour elle douloureux, notamment ceux qui écartent vers l'arrière et levé vertical au-dessus de la tête. Voilà. En fait, elle demande juste quel mouvement elle peut faire pour, je pense, s'étirer finalement, histoire de le renforcer au fur et à mesure. Alors là, c'est le cas typique de ce qu'on a dit un petit peu à l'introduction tout Ouais, à l'heure, c'est ça. c'est-à-dire que cette personne, je peux pas comme ça, sans la connaître, dire ce qu'elle doit faire ou pas faire. Pour la Mhm, bonne et unique raison, c'est que je ne connais pas la cause de cette tendinite. On pourra en mhm, parler très longtemps parce que la tendinite, il y a plein de causes pour une tendinite. Elle peut avoir un problème de cervical, elle peut avoir un problème de gléno-huméral, c'est-à-dire de l'articulation propre de l'épaule, mais elle peut avoir aussi un problème de l'hémiceinture scapulaire, c'est-à-dire clavicule ou
scapula derrière. Il y a plein de bonnes raisons. Il y a même des douleurs viscérales qui irradient, on appelle ça des douleurs d'irradiation en bretelles, c'est-à-dire qui partent du viscère et qui remontent jusqu'à l'épaule. Donc voilà, plein de raisons d'avoir une tendinite de l'épaule. Après, des tendinites, ça peut être bien sûr articulaire, mais ça peut être aussi capsulaire, c'est la capsule articulaire qui s'enflamme. Ah. Là aussi, énormément de précautions, parce que plus on va la solliciter, plus on va réveiller l'inflammation. Ça peut être un problème musculaire, problème du muscle supraépineux qui passe dans un petit détroit et quand ça frotte un peu trop, il se calcifie, le tendon musculaire se calcifie et cette calcification va frotter encore plus et là ça relèvera peut-être à un moment ou à un autre de la chirurgie qui est à minima, c'est-à-dire juste une petite acromioplastie, c'est-à-dire le chirurgien va gratter l'os pour que ça frotte plus et tout, ou enlever les calcifications. Donc c'est pas de mon ressort, puisque c'est le ressort du chirurgien. Mais c'est difficile de dire. Moi, le seul conseil que je peux donner, peut-être sans trop me mouiller, c'est de prévoir plutôt un petit peu de repos de cette épaule, de la mettre au repos, c'est-à-dire la main dans la poche ou le bras en écharpe. Ou en tout cas ne pas trop le solliciter, ne pas trop porter, ne pas lever le bras, ne pas de faire tout ce qu'on peut faire avec l'autre membre dans la mesure du possible, bien sûr. Par exemple, pour mettre un vêtement comme une veste, eh bien, je recommanderais de prendre d'abord ce membre et d'enfiler la manche, puis mettre l'autre après, et non pas ça évitera de mettre l'épaule en arrière. Voilà. Mais il faut voir pourquoi il y a ce problème. Est-ce qu'un petit geste ostéopathique suffirait pour repositionner bien la tête de l'humérus dans la cavité et éviter cette inflammation de la capsule et des ligaments qui sont autour, quoi. Bah, du coup, finalement, le conseil qu'on peut donner, c'est de le laisser au repos en attendant de prendre rendez-vous avec un ostéopathe. Voilà. Voilà. Et en matière, parce que sur une douleur musculaire, on peut mettre du chaud ou du froid. D'ailleurs, je sais pas quand il vaut mieux mettre du chaud ou quand il vaut mieux mettre du froid, mais elle peut pas faire ça aussi? Alors, on dit que dans une douleur arthrosique ou articulaire rhumatismale, le mieux, c'est de mettre du chaud parce que le chaud va permettre une vasodilatation et une vascularisation de cette zone douloureuse et donc éliminer les toxines. Mais dans une pathologie traumatique assez récente, comme une entorse de cheville ou un truc comme ça, là, je conseillerais plutôt de mettre du froid pour éviter justement qu'il y ait création d'œdèmes et d'hématomes par une vasoconstriction cette fois-ci, c'est-à-dire que les vaisseaux vont se resserrer, donc ça va moins saigner dans l'articulation. Donc, si je résume en langage courant, en cas de choc, c'est trop technique, dites-le-moi. En cas de choc, je mettrais, en cas de choc comme une entorse fraîche, là, je mettrais tout de suite du froid. Bien sûr, jamais le froid à même la peau, mais dans un sac en plastique ou dans une serviette ou dans un tissu. Par contre, dans des douleurs rhumatismales qui sont chroniques, là, je mettrais du chaud. Donc, quand quelqu'un qui a des cervicalgies, par exemple, on propose de mettre une écharpe, de mettre des coussins. Il y a des tas de choses qui se vendent, qu'on met dans le micro-ondes et qui se chauffent à base de noyaux de cerise, de graines de je sais plus quoi. Mais c'est pas trop mon domaine. Mais des trucs chauffants, ça existe. Ça, c'est toujours bien. Les bouillottes, etc. Vous avez précisé de ne pas mettre le froid à même la peau. Il y a une conséquence à ça? Le froid brûle. La glace, si vous mettez de la glace directement sur la peau, ça brûle. Donc on met la glace dans un sac en plastique ou dans un gant de toilette ou dans une serviette ou dans un tissu et ensuite sur la peau. D'accord, ok. Donc c'est juste parce que ça brûle, d'accord. Ça aurait pu être pour autre chose, pour ça que je précise de demander. Que préconisez-vous comme position pour le télétravail, chaise, canapé, lit? Autre conseil? Ouais. Alors, de toute façon, que ce soit télétravail ou assis à un bureau, même quand on n'est pas en confinement, la position idéale de quelqu'un qui travaille au bureau, c'est d'être assis au fond du fauteuil, je dis bien au fond du fauteuil, donc les fesses sont contre l'assise et contre le dossier. Les cuisses portent un maximum sur le siège, fauteuil ou chaise. Le dos contre le dossier, donc un dossier, ça peut se régler aussi. Et ensuite, les deux pieds sont posés à même le sol. Donc là, on va régler la hauteur du siège.
Puis ensuite, au niveau du bureau, en général, maintenant, les gens travaillent énormément sur ordinateur avec une souris. Et donc là, je pense qu'il faut poser les coudes sur le bureau ou sur la coudoir du fauteuil, de telle façon que le coude étant posé, l'épaule est au repos, n'a pas de raison d'être sollicité. Et c'est simplement le poignet et les doigts de la main qui agissent sur la souris. Et simplement des petits mouvements de poignet. Et ça ne créera pas de problème, même si c'est toute la journée, 8 heures ou 10 heures par jour. Mais l'épaule ne doit pas travailler. Le buste, oui, alors oui, bien sûr, la tête, menton rentré, la tête droite, avec le regard si possible horizontal, donc l'écran suffisamment haut. Donc ne pas hésiter à poser l'écran ou l'ordinateur sur des bouquins ou avoir des écrans suffisamment hauts. D'accord. Donc pas se poser simplement sur la table, essayer de l'avoir à hauteur des yeux. Voilà. Donc ça, c'est très important. Une bonne installation, mais surtout les fesses le plus possible en arrière du siège et non pas au bord du siège avec le dos complètement enroulé. Et donc là c'est la position vautrée, comme on dit, hein, comme sont souvent les ados. J'ai rien contre les ados, hein. Non, pas de problème. Mais c'est pas forcément bon. Alors les ados, ils sont plus souples, ils sont jeunes, ça va, mais ça, ils sont jeunes. pour les adultes, ça va devenir insupportable. Donc pour tous les flemmards qui travaillent dans le lit, mettez-vous sur une chaise. Voilà, exactement. Même petite question. On pourrait brancher sous cette question-là la position au volant. Ah, bah si vous voulez. Après, on a une dernière question par rapport au travail, justement, c'est juste qu'on nous demande s'il est important de travailler avec une souris. Donc je sais pas si elle parle de soit pavé, soit la souris. Mais est-ce que c'est une vraie différence pour le poignet finalement? Je suis pas sûre. Le souris, ça c'est plutôt de l'informatique. La souris, à mon avis, est plus pratique. Là, je parle en tant qu'utilisateur, c'est plus pratique. Je veux dire encore une fois, l'avant-bras et le coude sont posés et c'est juste les petits mouvements sur la souris. Par contre, si on agit sur le pad de l'ordinateur portable, on a forcément les bras un petit peu en suspension et là, du coup, les épaules travaillent. Ça m'embête. D'accord. C'est susceptible une épaule. Pardon? C'est susceptible une épaule. N'oubliez pas la complimenter. et du coup, vous vouliez nous donner des conseils par rapport à la position en voiture? Alors, puisqu'on parle de la position assise au bureau, il y a des gens qui, leur travail, c'est par exemple, je parle des commerciaux, qui font beaucoup de voitures. Eh bien là aussi, eux, c'est important qu'ils soient assis au fond du siège du véhicule pour que le maximum de cuisses soit sur l'assise du siège, le dos contre le dossier. Donc là, c'est pareil, un dossier, c'est réglable en avant-arrière. On met les deux mains, ça tout le monde l'a appris en passant son permis de conduire, les deux mains à 10h10 sur le volant. Le coude doit être légèrement fléchi à une trentaine de degrés, les épaules relâchées. Et là, après, il suffit d'avancer ou de reculer le siège pour que le pied, le talon est posé, le pied puisse s'appuyer sur les pédales. Alors après, automatique ou pas automatique, il y a 2 ou 3 pédales. Il faut simplement que ce soit le pied et la cheville qui fassent marcher la pédale et non pas le bassin. Le bassin ne doit pas bouger. Le bassin doit être bien calé au fond du siège. La cuisse ne bouge pas. C'est juste le mouvement de la cheville sur l'accélérateur, le frein ou l'embrayage. D'accord. Donc, si la personne a des petites jambes, ben, elle avance le siège. Tant pis si elle est tout près du volant. Il n'y a pas de honte à être près du volant. Je pense que c'est ça l'idée. Être haut, non, aussi. Il faut être siège haut, non? On peut ça dépend si on peut abaisser le volant ou remonter le siège de telle façon qu'on soit les mains à 10h10 avec les coudes à 30 degrés. D'accord. Après, la position pour la marche arrière, parce que là, on nous demande souvent, la marche arrière, bah oui, les femmes savent pas tellement je suis un peu macho, là, mais les femmes savent pas reculer avec des rétroviseurs. Bon, maintenant, il y a des caméras de recul sur beaucoup de voitures. Pas toutes encore, mais les 2 chevaux n'ont pas encore la caméra de recul, mais les voitures récentes ont des caméras de recul. Ça aide beaucoup. Il faut pas avoir peur de s'en servir. Ensuite, il y a les rétroviseurs pour toutes les voitures. Là, il y a 3 rétroviseurs. Il faut essayer de reculer avec les rétroviseurs. Après, ceux qui n'y arrivent pas, tourner la tête, oui, à une seule condition, c'est d'y aller doucement, et de tourner le buste avec, c'est-à-dire tourner la ceinture scapulaire, la ceinture des épaules, et mettre le bras, éventuellement le bras sur le siège passager, pour essayer de voir comment ça se passe derrière. D'accord. Ça fait une sorte d'étirement, ça aussi, non? C'est pas un exercice d'étirement
Ah Mm. bah oui, ça va agir sur l'épaule. Alors, pour un peu, Mm. si la personne a mal à l'épaule droite, c'est embêtant. Oui, bah, vous ne pouvez pas conduire quand on a mal à l'épaule, dans tous les cas. Ouais. Je pense. Je pense, je dis ça, mais je pense, c'est juste que ça utilise un membre et que enfin, ça fait plus mal qu'autre chose. Donc, du coup, vous avez répondu du coup à la question de comment se positionner pour le télétravail. On a cependant remarqué que depuis le confinement, énormément de gens, comme ils ne pouvaient pas se dépenser comme avant, avaient commencé les cours en ligne de sport ou avaient suivi des Ouais. vidéos, Ouais. etc., etc. Le problème étant qu'ils n'ont pas forcément pris de cours avant et qu'ils n'ont pas du coup les bases de sécurité entre guillemets, donc typiquement l'échauffement. Et dans tous les lives, les personnes ne s'échauffent pas avant. Enfin, voilà. Donc, comment justement prévenir ces blessures-là et comment éviter de se faire mal en faisant du sport chez soi? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question parce que il y a beaucoup de choses qui ont fleuri période de confinement avec tous ces cours de gym, et c'est très bien parce que au Mm, moins les gens font du sport. Pour ceux qui n'en faisaient pas, bah, c'est une bonne occasion. Peut-être qu'ils continueront bien sûr. d'ailleurs après, et c'est une très bonne idée. Euh, Avant tout sport, quel qu'il soit, que ce soit en confinement ou pas en confinement, Mm, l'échauffement est primordial. C'est très 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 important. Et plus l'échauffement sera bien fait, plus le sport se passera bien. L'échauffement a pour rôle d'abord de mettre un petit peu en condition et les articulations avec les capsules articulaires, les ligaments et tout ça. mhm, Mettre aussi en condition les muscles, c'est-à-dire les échauffer, donc permettre une meilleure vascularisation, et donc ils vont pouvoir travailler en contraction, voire en étirement plus facilement et sans risque de pathologie musculaire. mhm, Donc cette irrigation va être très importante, mais en même temps, l'échauffement va permettre d'augmenter la température du corps, de mettre en route un petit peu et le cœur et les poumons. mhm, Bref, tout le corps va être échauffé comme on démarre un moteur, on y va doucement au départ. Là, c'est mhm. pareil. Et puis ensuite, ben, il y a ce fameux sport que les gens suivent par rapport à la télévision. Le seul truc qui m'ennuie, c'est que personne ne les surveille, ces gens-là. Ça, c'est mon petit rôle de quand j'étais kiné, c'est que un corps, enfin quelqu'un qui fait du sport sans être surveillé peut être dans une mauvaise position. Il croit bien faire, ou du moins il essaye de faire aussi bien que la personne à la télévision, sauf que son D'accord. dos est mal positionné, il est en creuset ou arrondi, et il va donc partir sur un corps mal positionné et donc créer des douleurs ou des problèmes. Par principe, de toute façon, tout ce qui fait mal, faut pas faire. Tout ce qui fait mal, c'est que vous faites mal, donc faut pas Mhm. faire. Si ça tire, c'est bien. Si ça fatigue, c'est bien aussi, c'est normal. Mais si ça fait mal, c'est que c'est mal fait. Donc il faut éviter ça. Voilà. D'accord. Alors, pour remplacer la présence d'un coach ou d'un kinésithérapeute, d'un Mhm. ostéopathe, si vous voulez, pendant le cours de gym à domicile, l'idéal serait de le faire devant une glace, une grande glace, et que la personne se regarde, non seulement regarde la télévision pour voir les exercices à faire, mais de temps en Mhm. temps jette un coup d'œil dans la glace pour voir si son dos est bien positionné, comme la personne sur l'écran, si ses membres sont bien positionnés, bref, si elle le fait dans de bonnes conditions. C'est un D'accord. regard sur elle-même. Oui, essayer de se comparer finalement sa position à celle qu'elle regarde. Parce qu'il ne faut pas oublier que Euh, la personne qui vous montre ça à la télévision, c'est mhm. quelqu'un qui est pro, qui est habitué, qui fait ça tout le temps et qui connaît par cœur et qui sait très bien faire. Ou qui Alors que sait, parce celui, que j'en ai vu, ou qui ne sait pas faire et qui montre n'importe quoi d'ailleurs. comment? Et où j'en ai vu, parce que il y en a beaucoup, qui ne savent pas faire et qui montrent un peu n'importe quoi. Parce que c'est Ah, ça, facile de faire croire qu'on sait faire du sport. oui, alors ça, oui, je sais pas. Ouais. Mm. Bon. Donc, dans tous les cas, faire attention et bien regarder les conseils avant sur Tout à des fait, vrais sites. Mm. tout à fait. Mm. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas des exercices qui sont plutôt simples à faire, du type, moi je pense au dos rond, dos creux, pour éviter justement certaines douleurs? Oui, oui, tout à fait. C'est dos rond, dos creux, à quatre pattes, à condition d'avoir les cuisses verticales, les bras verticaux. Mhm. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, dans un bon positionnement. Et puis, il faut que ce soit fait dans la limite du raisonnable et non pas Mm. dans la douleur. Surtout pas dans la Oui, douleur.
La douleur, c'est un voyant rouge qui s'allume. Si vous cachez le voyant rouge, évidemment, vous ne voyez plus, donc vous continuez. Mais c'est une Mm. erreur parce que c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Oui. Oui. Et c'est pas forcément une douleur parce que vous faites du sport. Ça, il faut bien essayer Voilà. de séparer les deux. J'en profite Euh, pour ajouter que le sport à la télévision, mm, il y a une chose que j'aime pas beaucoup, c'est le sport en cadence. Parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Le sport en mm. musique, j'entends, hein. Donc, Oui, oui. il y a des gens qui sont capables de faire bien et vite et en cadence. Et puis, il y en a qui n'arrivent pas à suivre, qui forcent, qui courent après, qui sont un peu à la traîne. Et puis, c'est mal fait. Tout à fait. Je vais pas me calmer. Oui, pardon, excuse-moi, j'avais envie de calmer. Du coup, oui, oui, effectivement, faire gaffe à suivre son propre rythme. Mais c'est pas grave si vous loupez deux fentes ou trois squats, du moment que Exactement. vous le faites correctement. Mm, Chacun doit faire à sa cadence. je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de honte Euh, à ne pas réussir à faire aussi bien que quelqu'un qui fait bien. oui, Il n'y a pas de surtout si honte. vous débutez. Ouais. Euh, est-ce qu'il existe des exercices pour réduire une diastasis liée à la grossesse? Alors, le diastasie, c'est lié à la grossesse. Il se trouve que nous avons au niveau du ventre des abdominaux, dont deux qui sont verticaux. On les appelle les droits de l'abdomen. Il y en a un à gauche, un à droite, et tous les deux sont reliés entre eux par une ligne blanche. Cette ligne Mm. blanche, si on a un gros ventre, c'est le cas de la grossesse, mais c'est aussi le cas des hommes qui boivent trop de bière, par exemple. Si on a un gros ventre, les deux abdominaux peuvent, en se contractant, s'écarter un petit peu et Mm. provoquer une diastasie, c'est une distanciation de ces deux muscles abdominaux, les deux droits de l'abdomen. Et ça, malheureusement, il n'y a pas trop d'exercices. Il n'y a qu'une solution. Là encore, je botte un peu en touche, hein, mais c'est la chirurgie. C'est-à-dire que le chirurgien va restructurer un petit peu les droits de l'abdomen ou mettre carrément un Mm. petit filet derrière pour éviter que les viscères poussent entre les droits de l'abdomen et fassent cette hernie ombilicale que l'on voit, ou hernie abdominale que l'on voit chez certaines personnes un peu fortes, un peu obèses, ou qui ont eu plusieurs grossesses. Oui, plusieurs Mm. grossesses souvent. Et est-ce qu'il y a des exercices par hasard qui puissent pas réparer, mais soulager un temps, le temps Voilà. d'aller voir la chirurgie, par exemple? Ouais, éviter de faire contracter ces droits de l'abdomen. Donc, si on veut faire des abdominaux, plutôt les obliques. Les obliques, c'est ceux qui font la rotation. C'est-à-dire Mm. bassin fixe, on tourne les épaules d'un côté ou de l'autre, ou épaules fixes, on tourne le bassin d'un côté ou de l'autre. Tout ça avec l'activité musculaire, c'est-à-dire c'est les muscles qui freinent la chute si on est sur le dos et que les jambes regroupées et qu'on fait tomber Mm. ses jambes doucement d'un côté ou de l'autre, c'est les abdominaux obliques qui retiennent le bassin et les membres inférieurs. Donc, on va demander aux abdominaux obliques de se muscler. Ça va permettre peut-être un petit peu d'éviter ça, mais ça évitera pas le diastasis. D'accord. Ok. Dans tous les cas, il faut un moment ou un autre passer sur la table. Je pense, enfin, là encore une fois, ça dépend de l'état du diastasis, s'il est Oui, oui, bien important ou sûr. pas. C'est les conseils globaux, effectivement. On nous demandait par rapport au sport si vous conseillerez, je pense surtout notamment pour des novices, parce que je pense que des gens qui en font beaucoup, ils peuvent se permettre d'en faire. Vous conseillerez des fréquences de sport pour des personnes qui n'en font pas généralement? Je ne sais pas trop répondre à cette question. Non, C'est-à-dire mais qu'en fin de voilà, compte, c'est une question posée maintenant. Si... oui, 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 oui. Mais bon, bah, je sais pas trop, dans la mesure où chacun fait un peu à son rythme. Hum, Euh, je trouve ça dommage que certaines personnes profitent du confinement pour faire beaucoup de sport puis n'en fassent plus après, par exemple. hum, Donc, il vaut mieux en faire peu, mais régulièrement et continuer après. À mon avis, ce serait plus intelligent. Euh, Encore une fois, pas de douleur. Euh, des petites courbatures, ça peut arriver quand on commence le sport ou quand on reprend le sport, mais hum. on ne doit pas aller dans la douleur. Encore une fois, on ne doit pas aller dans la douleur. Hein. D'accord. Après, chacun fait à son rythme et comme ça lui fait plaisir. Il y en a Hum, qui deviennent addicts au sport, il y en a qui en font beaucoup. C'est leur problème et c'est bien, c'est bien. exactement. Après, si vous pouvez éviter la douleur en vous étirant avant et après le sport, mais Voilà. il me semble par contre à ce niveau-là qu'il faut pas le faire tout de suite l'étirement après le sport, puisque le muscle est trop Non, chaud et ouais.
Et eux, ils sont trop chauds et ils ressentent moins bien l'étirement maximal. Donc, il faut plutôt attendre un petit peu, en effet. Là aussi, Vous je peux pas vous conseillerez dire combien combien de de temps? temps. Bah, je ne Ah, peux pas vous dire combien de temps. ok, ok. Mais Ah, ok, une demi- Moi, j'attendrais une demi-heure, trois quarts d'heure, quoi. Hein, le temps d'accord. Le temps de d'avoir boire un fini peu, de se voilà, reposer. de boire, d'avoir fini de transpirer, de reprendre un souffle normal. Ouais, une bonne demi-heure, quoi. Mais ça dépend D'accord. encore du sport et l'intensité du sport que l'on a pratiqué avant. On va rentrer un peu dans la physiologie, mais c'est un problème de l'acide lactique et de la tolérance à l'acide lactique. Ah, qu'est-ce que l'acide L'acide lactique? lactique, c'est un acide qui est dégradé par la combustion au niveau de la contraction musculaire et il faut que Mhm. petit à petit il se résorbe. Et quand il est résorbé, vous pouvez tirer plus facilement sans danger. D'accord. Ok. Est-ce que les femmes enceintes doivent faire du sport aussi? Vous conseillerez ça Bien sûr, ou plutôt? le Ok. meilleur sport pour la femme enceinte, c'est la marche à pied, on en parlait tout à l'heure. Ça, il n'y a Mhm. pas de problème, elle peut faire autant de marche à pied qu'elle veut. Et si elle fatigue par le poids du bébé, si c'est en fin de grossesse, bah, c'est pas grave, elle s'arrête, elle s'assoit, et puis elle repart. Hein, vaut mieux faire des petites étapes, mais il Mhm. faut faire du sport. Et la marche à pied, c'est ce qu'il y a de mieux parce que quand elle marche, elle fait un pompage artério-veineux au niveau des membres inférieurs, ce qui va permettre Mhm. une meilleure circulation. Le bébé va en profiter. Et en même temps, dans la marche, on sollicite des muscles qui sont à l'intérieur de la cavité abdominale, qui sont les psoas. Tout le monde connaît un petit peu les psoas parce que c'est souvent des muscles qui provoquent des douleurs du dos, du bas du dos, Mhm. de la région lombaire. Et ces contractions alternées gauche-droite des deux psoas va provoquer une sorte de massage du bébé. Ça, c'est très apprécié par le bébé. D'accord. Ok. Donc en marchant, on fait un La massage au marche, bébé. oui, Ah, bien super. sûr, c'est vachement Ok. bien. Hein. Bah oui, Bon, surtout pour lui. après, nager, c'est très bon aussi pour la femme enceinte parce qu'il y a une sorte d'apesanteur, hein, la Mhm. portance de l'eau. Et donc, ça peut faire que du bien. Et puis, Mhm. faut pas oublier que le bébé est lui-même déjà dans du liquide. Hein. Mhm. Donc, ça peut faire que du bien. Voilà. Ok. C'est les conseils pour les femmes enceintes, c'est très bien. Ça, je Parce pense que que ça peut aussi en intéresser certaines. la femme enceinte, en plus d'être enceinte, il y a un changement dans sa gravité, dans Mhm. son sustentation, parce qu'elle a un déséquilibre vers l'avant par le poids du bébé qui est vers l'avant. Donc elle va Mhm. corriger en hypercambrant au niveau lombaire pour remettre le centre de gravité, enfin pour refaire tomber le centre de gravité dans le polygone de sustentation, c'est-à-dire entre les deux pieds, hein, là Mhm. où il y a l'équilibre. Parce que si on penche trop en avant, ben on va tomber en avant. Si on penche trop en arrière, on va tomber en arrière. Mhm. Donc, elle hypercambre pour corriger ce surpoids abdominal. Et, et donc, le sport va permettre d'assouplir sa région lombaire, et ça, c'est important. D'autre part, zut, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, si, dans l'état de grossesse, il y a une distance, enfin, les ligaments se détendent. Mhm. Les ligaments, tous les ligaments se détendent pour que le bassin petit à petit s'ouvre pour le passage de la tête du bébé au moment de la naissance. Et si tous les ligaments se détendent, il n'y a pas que ceux du bassin, il y a aussi ceux des chevilles, par exemple. Et une femme Mhm. enceinte se tord plus facilement la cheville qu'une femme qui n'est pas enceinte. Et en plus, avec cette histoire de poids qu'elle a en plus et qui est décentrée vers l'avant, eh Mhm. ben voilà, c'est une raison de plus de se tordre la cheville. Donc, la marche à pied avec des chaussures bien plates sur un terrain, si possible, plat, régulier. D'accord. Donc n'allez pas faire des randonnées en montagne, quoi. C'est Ouais. un peu conseil. Euh, alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais on nous demande que pensez-vous du stomach vacuum? Si c'est un bon exercice, combien de fois le faire? Alors, je ne sais pas si je le prononce bien et si c'est compréhensible. Stomac vacuum, euh, je sais pas. Je, D'accord. Joker. Joker, je connais pas le stomac vacuum. Donc, si la personne D'accord. qui a Ok. posé la question peut poser un peu plus précisément ou de Ok. l'appeler autrement, peut-être que c'est un autre nom. C'est un exercice pour affiner la taille. Je sais pas si ça aide. Ouais, C'est pas bon. c'est pas l'anneau qu'on se met dans le ventre? C'est peut-être ça, Ah bah si c'est non? ça, ouais, moi je suis pas concerné du tout. Euh, Hum, je sais pas si c'est très efficace, je sais pas le rendement. J'ai eu quelques patientes qui avaient ça. hum. J'en ai même qui se sont fait couper un bout d'estomac carrément. Ouais. Je sais pas. Je sais pas mon sujet. Enfin, D'accord. c'est non.
Si en commentaire, elle peut préciser, parce que c'est vrai que du coup, moi, je ne connais pas non plus le stomach vacuum, donc ça se trouve, j'ai dit une grosse bêtise en disant l'anneau. En attendant, du coup, on va poser un dernier cas. C'est une femme qui a des enfants en bas âge, qui passe son temps, du coup, elle est portée entre le téléphone avec le boss et s'occuper du petit. Est-ce qu'il y a une façon de porter des enfants pour éviter justement de se faire mal au dos et d'avoir un déséquilibre? Le gros problème quand une femme porte un enfant, c'est qu'elle le porte sur la hanche gauche avec le bras gauche pour qu'avec sa main droite, elle puisse tourner la soupe dans la casserole ou je sais pas, ou faire autre chose. Enfin, j'ai rien contre la cuisine, mais c'est surtout pour avoir sa main droite libre et faire d'autres activités. Alors, forcément, si vous portez un bébé sur la hanche gauche, vous décentrez votre bassin pour pouvoir l'asseoir. Et comme vous allez avoir un surpoids sur le côté gauche, vous allez décaler votre bassin pour que, encore une fois, vous ayez l'aplomb de votre centre de gravité qui passe entre vos deux pieds pour rester debout. Donc, on va avoir un bassin excentré et donc agir sur les articulations du bassin qui fait que la personne va venir nous voir en disant voilà, j'ai le bassin qui est décalé. Alors, c'est sûr que porter un bébé, l'idéal, c'est de le porter avec les deux bras, bien droit, soit devant, soit derrière. Donc, il y a des ports, ça, je ne fais pas trop mon domaine, mais il y a des ports de bébé en écharpe, soit par devant, soit par derrière, qui sont tout à fait équilibrés, qui tiennent sur les deux épaules et donc sur tout le corps. Et donc, le propos n'entraîne aucun déséquilibre. Ça, c'est bien. Maintenant, si la personne veut le porter provisoirement pour un câlin, bah, je pense que le mieux, c'est de s'asseoir, le prendre sur ses genoux, lui faire un câlin, mais avec les deux bras, les deux jambes et en position assise. Mais porter un bébé d'un côté et faire autre chose avec l'autre main, c'est pas forcément génial. Donc pour le téléphone avec le boss, il suffit de mettre les oreillettes. Hein. Et sinon, je vous dis encore, porter le bébé, c'est avec les deux bras. Et de toute façon, si on s'occupe bébé, il vaut mieux être concentré. voilà, exactement. Mais après, enfin, je veux dire, je dis ça, mais. Je sais pas si le bébé apprécie que vous soyez en relation avec quelqu'un au téléphone pendant que vous l'avez dans les bras. Il a Ah oui, l'impression après, il d'être n'y un a peu pas ignoré. forcément le choix, effectivement, si, Bah oui. si c'est pour éviter qu'il se blesse parce que papa qui devait s'en occuper, finalement, peut pas, ou parce que au contraire, parce que maman devait s'en occuper, mais que finalement, il peut pas, il veut se porter. Donc, effectivement, parfois, on sait bien qu'il n'y a pas le choix, mais du coup, essayer de le prendre plutôt devant, peut-être. Ouais, avec les deux bras, ouais. Il faut qu'il vous tienne au cou aussi. Comment? Essayer qu'il la prenne au cou, enfin, ça dépend de l'âge, mais c'est lui faire comprendre qu'il faut aussi lui qui s'attache. On a eu des réponses par rapport au stomach vacuum, du coup. C'est un exercice où on expire l'air, on bloque, et il y a une espèce d'aspiration, et ça ressemble un peu au hula hoop. C'est un exercice hypopressif pour rééduquer le périnée. D'accord. C'est un autre nom, c'est le Valsalva, je pense. Non, est-ce que c'est le Valsalva? Valsalva, V-A-L-S-A-L-V-A. Répondez à un commentaire si c'est ça ou pas. Voilà, elle me dira. C'est un exercice en effet qui fait. Là, c'est de la rééducation postpartum souvent, ou rééducation du périnée. Hein, c'est pas que postpartum d'ailleurs, c'est aussi pour les personnes qui ont des incontinences. Et c'est un autre domaine. Oui, c'est des exercices qui sont bien parce que ça fait travailler les abdominaux en même temps que le périnée. Il faut savoir que le périnée, c'est les muscles du plancher pelvien, hein, entre les jambes, et les abdominaux marchent en synergie, c'est-à-dire en même temps. Donc souvent, l'un va pas sans l'autre, et donc oui, ce sont des exercices qui sont très bien. D'accord. Donc ça, on peut en faire à quantité illimitée? Oui. Ok. Sauf si on a diastasis. Ah oui, bah oui, tout ça touche un peu les abdos. D'accord. Ben ouais. Ok. On dort beaucoup pendant le confinement, c'est un fait. Pour ceux qui ne font pas de télétravail et qui veulent éviter de s'ennuyer la journée, bah ils dorment. Est-ce que du coup, il y a une bonne position pour dormir? Est-ce que ça existe? Oui. Ah. Oui. Enfin, il y a surtout une mauvaise position. Hein. Il y a une position qu'il faut éviter à tout prix. Et là, je suis virulent peut-être, mais surtout pas à plat ventre. Surtout pas à plat ventre. Alors, je vais dire pourquoi. Sur le ventre?
Oui, à plat ventre sur le ventre, oui, ou Mm. décubitus ventral. Mm. C'est-à-dire que quand on est à plat ventre, on peut pas avoir le nez dans l'oreiller. Donc, on est forcément la tête à 90 degrés. Donc, vous imaginez les Ah, cervicales pendant au moins un cycle de sommeil, parce qu'on change de position quand même la nuit. Un cycle de sommeil à plat ventre, ça fait à peu près 2 heures. Avec les cervicales en rotation à 90 degrés, c'est mauvais. Ça, c'est sûr. Ensuite, on est gêné au niveau respiratoire, parce que la cage thoracique est posée sur le matelas. On est mm. gêné aussi au niveau respiratoire et diaphragme parce que le ventre est écrasé sur le matelas, donc on n'a pas de respiration abdominale ou très peu. Tous nos Mm. viscères se retrouvent en suspension, c'est-à-dire qu'ils sont attachés sur la paroi postérieure en général, la plupart de nos viscères, et donc ils sont en suspension donc vers l'avant. Mhm. Ensuite, les membres inférieurs, on dort rarement sur la pointe des pieds, donc à moins d'avoir les pieds qui dépassent au bout du matelas, on se retrouve avec les deux pieds en rotation, soit interne, soit Oui, externe, donc les hanches, complètement comme ça. Mm. voilà, et les hanches complètement en rotation d'un côté ou de l'autre, et les pointes de pied avec une dorsiflexion, enfin une flexion plantaire de la cheville ou flexion Mm. dorsale, plutôt non plantaire, qui fait que on est dans des positions un peu extrêmes, donc c'est pas bon. Hein. Donc on va éviter ça. La position idéale, c'est la position en décubitus dorsal, c'est-à-dire sur le dos, avec D'accord. un oreiller. On va revenir sur l'oreiller après, mais avec un Mm. oreiller bien calé. Et là, sur le dos, les épaules bien relâchées, sachant qu'à plat ventre, les épaules seraient parties vers l'avant en plus. J'ai oublié de le Mm. dire. Donc là, sur le dos, avec les épaules bien relâchées en arrière, donc les membres inférieurs bien détendus. Et là, il n'y a pas de problème, on redort très bien. Le seul problème pour certaines personnes d'un certain âge, c'est le risque de ronflement. Oui, je me Bon, doutais. Mm. c'est un autre sujet, on va peut-être pas l'aborder aujourd'hui. Mais ça, c'est une bonne position. La position de l'oreiller, c'est un oreiller qui est, si possible, pas trop épais. On n'a pas besoin d'aller investir dans des oreillers compliqués, en forme de vague ou anatomique. J'ai rien contre, c'est très bien pour ceux à qui ça va bien, mais il y en a à qui ça va pas, donc abandonner, surtout abandonner. Acheter un oreiller du commerce très simple, dans laquelle la tête va s'enfoncer au milieu de l'oreiller. Mhm. Donc la bosse de l'occiput va aller le plus bas possible et un maximum d'oreiller va venir combler le creux de la nuque, c'est-à-dire la lordose Mm. cervicale, le creux de la Mhm. nuque. Et comme ça, le creux de la nuque est soutenu et de chaque côté, l'oreiller va caler un peu la tête pour pas qu'elle roule à gauche ou à droite, même si elle roule un petit peu, mais elle va la Mm. caler quand même. Et voilà, on est bien. Hein, mais surtout pas un oreiller épais qui fait que la tête serait en flexion et donc serait pas bonne pour la respiration déjà d'une et ça les tirerait sur les cervicales derrière. Mm. Éviter bien sûr 2 oreillers, c'est dramatique, et éviter traversin plus oreiller. C'est pas bon. Voilà. Deux oreillers, c'est pas bon? Non, 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 on est beaucoup trop relevé. Oups, mais j'adore ça. J'aime beaucoup et c'est comme ça que je m'endors. C'est vraiment sur le dos, mais j'ai deux oreillers et je trouve ça très agréable. Donc, je sais Ça pas si dépend comment c'était tu que mets, ma mais si vous empilez morphologie. l'un sur l'autre, ça fait, vous avez la tête en flexion. Ouais, sûrement. Bon. Après, j'ai pas de problème de cou ni rien. C'est que ça doit Non, mais venir, vous en aurez mais plus tard. Non, c'est pas grave, vous en aurez mm. plus tard. C'est pas grave. Patience, patience. Et puis C'est après super. les autres positions, bah, c'est le décubitus latéral, donc sur le côté. Et pour Mhm. dormir sur le côté, il faut se caler. Et pour se caler, il faut avoir les jambes fléchies. Donc on appelle ça en chien de fusil, on dit. Voilà. Si possible, les deux membres inférieurs, un peu position fétale. Hein, pas trop Mhm. regroupés. Hein, faut pas mettre les genoux sous le menton, mais les genoux à 80, enfin les hanches à 90 degrés, les genoux à Mhm. 90 degrés. C'est l'idéal, avec les bras à peu près fléchis aussi, coude le long du corps, coude Mhm. légèrement fléchi. Voilà, c'est la meilleure position. Je décommande souvent aussi d'aller mettre une main en l'air ou une main sous l'oreiller, Ah oui. Ah oui, ouais, c'est ça. parce qu'après on se réveille avec des douleurs d'épaule, des fourmis dans la main. Bon, Le si on peut poignet, éviter, effectivement. Mm. si on peut éviter, c'est pas mal. Éviter la main sous le menton, m'avait dit un mentiste. Oui, sûrement, surtout si on fait un cauchemar, Ouais. on se met un petit crochet. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est surtout que ça ferme la bouche et ça la ferme et donc du coup les dents sont en appui et ça peut provoquer des gens qui grincent des dents la Ah, nuit, vous savez, qui ont effectivement, c'est ce qu'elle dit. Ouais. Elle dit que ça fait du poids sur la mâchoire, comme vous venez de dire. Et oui, exactement. mais il me semble que le grincement des dents, c'est aussi dû au stress. Enfin, c'est dû à autre Mais chose. Ok. c'est dû au stress, c'est dû à plein de choses. Oui. Mm. Ouais. Donc, si je résume, sur le ventre, pour bronzer 10 minutes, c'est bon. Pour dormir, non.
Ouais. Sur le dos, en position de mort, j'ai envie de dire, parce que finalement, les bras, ils sont où? Ils sont sur notre ventre, non? Le long Il me du semble corps, sur oui, les mains sur le le long du ventre. corps ou sur le ventre. Ouais. Donc, position du mort, ça va tant qu'il n'y a pas deux oreillers derrière. Ouais. Et sur le côté, position fœtus, mais les genoux pas au menton et pas la main Oui. au niveau de la mâchoire. Ouais. C'est bon. Je pense que Exactement. j'ai tout. Ben, Très c'est important de bien. bien dormir. C'est un des trois Oui, bien piliers, sûr. manger, dormir, faire du sport. Donc, C'est important, ouais. Faut pas oublier qu'on passe quand même un tiers de sa vie dans son lit. c'est Ah, clair. si, Et après, réfléchissez. 3 fois 8, mm. 24. Hein. Non, oui, c'est sûr. Bah, en plus, pour ceux qui, comme moi, aiment bien dormir, qui font des siestes, ça augmente le chiffre, quoi. En plus. Mm. Et du coup, pour bien dormir, est-ce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux faire avant? Enfin, la position, on est d'accord, on est OK, mais est-ce que avant de se coucher, vous recommandez de faire quelque chose? On dit qu'il faut éviter de regarder un écran. Mm. Euh, ou trop regarder les écrans avant de s'endormir. Il y a une chose qui est très bonne aussi avant de s'endormir, c'est de lire un livre, enfin de lire, livre ou revue bien sûr. Euh, pas d'énervement, ne pas se coucher tout de suite après du sport, ne pas se coucher tout de suite après avoir pris un repas. Voilà. Hein. D'accord. Donc, pas trop manger avant de dormir aussi. Ouais. C'est parfait, Si, tous mes mais plaisirs sont détruits. mettre un certain. Nickel. Si, non, mais ça n'empêche pas, mais faut se coucher plusieurs heures après le repas, quoi, ou plusieurs, au moins 2 heures après le repas. D'accord. Oui, le temps de digérer. Et du coup, on Voilà. peut marcher pour digérer, non? Tout à fait, tout à La fait. marche, c'est parfait. C'est génial, Pour tout. génial. Une petite marche le soir à la fraîche, c'est très bon. Ok. Après, je sais pas s'il y a des horaires pour sortir. Je me souviens plus de ce qu'a dit Monsieur le Président à propos des sorties, mais je crois qu'il y a un horaire où on peut plus trop sortir. Alors, je sais Peut-être. pas, à Nantes, on peut sortir quand on veut. À Paris, je crois que vous Mm. avez le droit de faire du sport avant 10 heures le matin et après 19 heures le soir. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, Attention, tout le monde sort au ne, même ne moment, vous- c'est génial. oui, c'est une chose. On va peut-être pas parler là-dessus. Non, Il y a non, d'autres non, mais choses. je ne juge pas. Mais de Non, toute non, mais façon, on peut c'est, faire du ouais, sport à ouais, l'appartement, hein. Et il faut pas ouais, grand-chose pour faire un peu de sport. Des squats, ça ne demande pas grand-chose, par exemple. ouais, 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 ouais. Donc voilà. C'est bien d'aller Est-ce respirer le grand air que... aussi. Comment? C'est bien d'aller respirer le grand air aussi quand on fait du sport. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que n'hésitez pas à utiliser cette petite liberté, encore une fois, je le dis, de cette petite 1 heure de dehors que vous pouvez Ouais. avoir, parce que ça fait du bien pour beaucoup de choses. Vous pressez pas, marchez tranquillement, vous avez le droit. Si on vous embête, c'est ils ont pas compris, mais c'est 1 heure, 1 kilomètre. Si vous respectez ça, c'est bon pour vous. Exactement. Il faut marcher, il faut bouger. Hein, si vous êtes Mm. sédentaire, c'est-à-dire arrêter pour discuter avec quelqu'un trop longtemps, là, ils peuvent verbaliser. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est pour éviter contact. Donc de base, vous êtes tout seul, mais Voilà. rien que tout seul, même sans musique, juste écouter un peu les oiseaux. Si vous êtes en campagne, vous avez la chance. À Paris, il y en a aussi quelques-uns. Je vais pas te dire le contraire, mais C'est vrai. c'est prendre du temps pour soi aussi. Donc au-delà du physique, ça aide énormément au mental. Et on a une question. Est-ce qu'il faut augmenter ses apports en laitage pour renforcer son squelette quand on ne peut pas beaucoup faire d'exercice? Ah bah, je pense que rien ne remplace l'exercice. Si la Mm. personne peut vraiment pas faire d'exercice, bah, faut trouver des solutions. Hein. Même en fauteuil roulant, on peut faire des exercices. Maintenant, ou même une personne âgée peut faire des exercices. Mm. Les exercices doivent être adaptés à la personne, à la Mm. condition physique, à l'âge. Ça, c'est sûr. Les laitages, là, ça relève plutôt de la diététique, ce qui n'est pas mon domaine, Mm. forcément. Euh, mais les laitages apportent du calcium, c'est vrai, sous réserve que l'on fixe le calcium. Pour fixer le calcium, il faut de la vitamine D, donc du Ouais. soleil, entre autres. Donc, Oui. et puis du calcium, il n'y en a pas que dans les laitages, hein, il y en a dans les légumes, il y en a beaucoup dans les choux et tous les dérivés du chou, donc chou-fleur, euh, chou de Choucal. Bruxelles, Mm. Le ouais, enfin, choucal ou choural. Ça peut être les oui, deux. oui, oui, d'accord. Ouais. Et, et du coup, oui, apparemment, elle peut plus trop marcher. Du coup, encore une fois, la marche, ça peut être bien, non? Ça va, c'est pas... Oui, oui, mais si la personne, enfin, je sais pas, la personne qui pose la question ne Mhm. peut pas marcher, je vous dis encore même en fauteuil roulant, bah, d'aller se déplacer en fauteuil roulant, ça fait travailler les bras, ça fait travailler
le muscle, et puis on peut faire des Mhm. exercices. D'accord. À moins Et de toute d'être façon, tétra, de toute façon, les étirements, ça demande pas énormément oui, de, enfin, ça dépend lesquels, mais je dirais les plus simples, évidemment. oui, dans la limite du possible, encore une fois. Mhm. D'accord. Je sais pas, je sais pas dans quelles conditions est la personne qui pose cette question. Moi non plus, je ne connais pas toutes les personnes qui commencent. Mais si elle peut donner des détails sur sa condition physique, peut-être que François aura un conseil ou un exercice typique à donner. Ouais. Voilà. C'est un peu en décalé, donc souvent les commentaires arrivent après qu'on discute. Mais, euh, mais voilà. C'est Coachella. Coachella, si tu as des détails à donner sur ta condition physique, on pourrait peut-être te donner des conseils plus appropriés. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Oui, vivement le déconfinement, ça c'est clair. On verra bien le 11 ce qui est dit. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qu'on avait collectées en amont. Du coup, si vous en avez, c'est le moment d'en poser. Et si vous, François, vous avez des conseils à me donner qui n'ont pas pu être donnés, allez-y. Non, je crois qu'on a fait un petit peu le tour du problème. Je reviens un petit peu à mon introduction où je disais que chaque cas est particulier. Mm, Souvent les gens disent, moi j'ai une copine qui a mal à l'épaule comme moi, la même épaule. Ils sont persuadés qu'elle a la même pathologie. Or, ça peut être mm, complètement différent. Chaque cas est donc particulier avec ses origines, ses antécédents, ses traumatismes, sa psychologie. Et le but de l'ostéopathie, c'est de prendre le corps dans sa globalité. On tient compte de tous les paramètres qui sont au niveau du corps et ça et de l'esprit bien sûr et du mm. passé de la personne. Et donc il n'y a pas deux personnes semblables. Donc il faut D'accord. pas dire moi j'ai mal à tel endroit, j'ai vu quelqu'un qui avait mal au même endroit, donc ça va être le même traitement. Pas forcément. Oui. Pas forcément. Oui, Bien c'est pas sûr, comme une douleur type cystite ou rhume ou grippe. voilà. C'est C'est, particulier. Mm, hein, on peut très bien, souvent à nos élèves à l'école, on explique ça dès le départ. On peut très bien mm. avoir des maux de tête qui sont liés à un problème de cheville. Hein, on peut très bien avoir, comme je vous ai peur, un problème d'épaule qui est lié à un problème de foie. On peut très bien, ainsi de suite. Hein, je pourrais en parler plein de Oui, choses oui, comme oui, ça. on pourrait faire tous les exemples du monde, oui. Hein, Je comprends bien. quelqu'un qui a un bassin déséquilibré va avoir forcément une colonne vertébrale qui va s'adapter à ce déséquilibre du bassin et donc entraîner des tensions au niveau cervical qui vont créer des maux de tête, hein, ou des équilibres cervicaux. Voilà. Mm, Donc, il faut voir chaque cas dans sa globalité. Déjà, mhm, quand la personne se lève de la salle d'attente, on voit comment elle se déplace. D'abord, comment elle se lève, comment elle se déplace pour venir accéder au cabinet. Et ensuite, avec quelques interrogations, quelques historiques de la personne, on arrive à recouper des choses. Et ensuite, à l'examen palpatoire, on voit bien s'il y a des lésions, des choses même parfois très anciennes, qui mm. sont là installées, qui ont compensé et qui ont entraîné des désordres ailleurs et créé des douleurs qui se réveillent occasionnellement tout d'un coup parce qu'il y a une surcharge ou autre chose en plus. D'accord. Donc, J'ai juste une question, moi, par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez dit que ça peut venir des origines. C'est-à-dire que par rapport à l'origine qu'on a de nos parents, etc., ça peut avoir une non, incidence sur des notre antécédents. squelette. Quand je parle des antécédents, il y a tous les antécédents. Oui, il y a les antécédents familiaux, on va revenir si vous voulez. Mais il y a les Mm. antécédents aussi de la personne. Si elle a eu un accident il y a 20 ans, qu'elle a fait des tonneaux, Ah, ou si d'accord. elle s'est cassé la cheville, ou voilà. Bon, après les antécédents familiaux, oui, ça peut avoir une petite incidence, bien sûr, parce que il y a des pathologies qui sont un peu héréditaires. Mhm. Il y a des pathologies qui sont héréditaires. Quand quelqu'un vous raconte qu'elle a des problèmes de retour veineux, on peut toujours demander la question si sa maman ou sa grand-mère a fait des phlébites ou des choses de retour veineux, des pathologies du retour veineux. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si on Mm. retrouve la même chose. Hein. L'arthrose, il y a une part d'hérédité aussi. C'est pas que Mm. l'hérédité, mais il y a une part d'hérédité. D'accord. Très bien. Bah, du coup, oui, effectivement, c'est un peu compliqué de traiter globalement des douleurs. Mais Ouais, c'est n'hésitez pas, vraiment. du coup, à contacter François pour des douleurs, du coup, très particulières. Et en ce qui nous concerne, du coup, nous sommes bien l'heure de terminer. Je vous remercie, François, d'avoir participé à ce live. Je vous remercie à tous ceux qui l'ont suivi et qui l'ont commenté.
J'espère que vous n'hésiterez pas à contacter François en téléconsultation. Parce qu'il en fait, il me semble, un petit Donc, peu. c'est difficile. Je travaille Ouais, avec mes difficile. deux mains et mes deux Oui. mains par téléphone ou par écran, c'est Mm. difficile. Donc, D'accord. je prends en ce moment jusqu'au 11 mai des urgences Mm. exceptionnellement. Et puis, à partir du 11 mai, on verra, on commencera à reprendre un peu les consultations normalement. Mais néanmoins, je peux toujours, comme je viens de le faire là, répondre Mm. à des questions ou renseigner sur ce que je sais et je peux aider les gens qui ont des questions Bien sûr. dans ce Oui, domaine. Dans pour ce éviter de domaine. stresser, On n'a pas c'est posé important. la question, mais je suis peut-être pas le sujet non plus de la journée. Euh, Comment fait-on pour être ostéopathe? Et ça peut être intéressant pour les jeunes qui seraient intéressés par cette voie euh, de l'avenir. Mhm. Vous donnez des cours d'ostéopathie? Oui, Ah, excellent. à l'école d'ostéopathie humaine et à l'école d'ostéopathie animale. Ok, super. Bah, très intéressant en tout cas. J'espère que on vous contactera pour aussi prendre les cours et que vous pourrez partager, vous qui avez vu ce live, le contact de François. Vous pouvez retrouver d'ailleurs François sur Doctumi, François de Boisjoli. Mais il est aussi sur Page Jaune, il me semble. Oui, clic Et je sais pas, rendez-vous. vous avez un site aussi, non? Ou Oui, un un contact petit à site. donner? Ouais. Sur page jaune, vous pouvez accéder directement au site ou sur le prise de rendez-vous par clic rendez-vous. D'accord. Voilà. Et sur Doctumi, pareil, ça renvoie aussi vers, du coup, prendre rendez-vous. En tout cas, je vous remercie, François. J'espère que Mais ça moi aura aussi, aidé tous ceux qui ont regardé le live. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous hésitez, posez-les-moi et moi, je les renvoierai à François et je ferai le transfert. Mais sinon, vous pouvez lui très passer volontiers. directement le message. Très, Du coup, très voilà. volontiers. Et je vous remercie. Je vous Merci remercie. beaucoup en tout cas. On a réussi, on a fini par y arriver, ce live. Tout à fait. En Tout tout cas, à fait. c'était très agréable. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir.